Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Mucho. Alors aujourd'hui, je reçois Madeleine Ngenga. Madeleine est journaliste d'investigation. Elle est éditrice pour l'Afrique au Centre Pulitzer Center. Et à travers ses enquêtes, Madeleine révèle ce que la nature nous dit. Quand les forêts reculent, quand les mers avancent, quand les vies s'adaptent silencieusement au changement climatique et d'autres facteurs environnementaux. Et son engagement ne s'arrête pas là. Après avoir raconté la mutation écologique dans le bassin du Congo, elle forme et accompagne une nouvelle génération de journalistes africains pour qu'ils racontent à leur tour ces réalités depuis leur propre territoire. Avec Madeleine, nous allons parler du pouvoir du journalisme comme acte écologique, comme acte d'engagement pour l'environnement, de la force de la transmission et de ce que ça signifie aujourd'hui raconter la terre pour mieux la protéger. Bonjour Madeleine. Bonjour Mireille, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager, échanger. Super, comment tu vas ce matin? Et puis voilà. Alors, je vais très bien. Par la force du temps, le climat est un peu clément ces jours-ci. Donc, il y a un peu moins de pluie. La saison pluvieuse est en train de s'achever. Donc, on va un peu vers des journées un peu plus ensoleillées. Et je pense que c'est le climat qui me convient le mieux le plus souvent. Ah oui, pour moi, j'adore la pluie, j'adore quand il pleut, même si ça coupe Internet des fois, mais Ouais. j'adore quand même. Bon, du coup, Madeleine, est-ce que tu aimerais compléter cette présentation que j'ai faite de toi pour raconter ce qu'on ne trouve pas sur Internet? Parce que ça, c'est ce qu'on voit sur ta page LinkedIn et tout, mais qui es-tu vraiment et d'où tu viens? Alors, disons que je suis une femme camerounaise qui aime rencontrer des gens et qui aiment aller à la rencontre des personnes, qui aiment faire des voyages, découvrir les histoires des gens, Hmm. découvrir les cultures, découvrir les perceptions des uns et des autres pour mieux s'enrichir. Donc, qui aime la diversité. Je suis également maman. Je pense qu'aller à la rencontre des gens aussi, ce côté d'embrasser des gens, ce côté de se sentir proche des gens. Je suis également maman d'une petite fille et épouse. Et je suis journaliste, donc je suis femme engagée sur les questions environnementales et j'utilise l'écriture pour raconter un peu tous ces changements qui s'opèrent sur notre planète et qui affectent les personnes que je rencontre au quotidien et qui m'affectent aussi. Donc, je dirais que Hmm. c'est ça, Madeleine. C'est intéressant. Quand tu étais en train de te présenter, je me disais, mais en fait, je me suis trompée. On dirait qu'elle est anthropologue. Elle aime aller à la rencontre des gens, mais en fait, je vois que c'est un lien commun avec le journalisme aussi. On le fait parce qu'on aime être en contact avec les gens, j'imagine. Effectivement, je pense que l'une des choses qui nous enrichit beaucoup dans le journalisme, c'est que euh, on cause avec des gens. Par exemple, il y a une question de changement climatique ou bien une question d'inondation. On va dans les communautés, on voit comment elles sont affectées par ces inondations, on voit leur mode de vie, on voit ce qui change. Donc, chaque fois, c'est des nouvelles personnes qu'on rencontre et ce côté découverte de qui est l'autre est vraiment étroitement lié de mon point de vue au métier de journaliste parce que on n'écrit pas pour nous d'abord, on écrit pour le public. On ne parle pas de nous, on parle du public. Donc, c'est toujours un moment de partage, c'est toujours de savoir comment les autres vivent, savoir comment ils font pour surmonter certains défis. Donc, pour moi, c'est la rencontre. Pour moi, c'est le meilleur, je veux dire, le meilleur côté du journalisme, c'est ça, c'est aller à la rencontre des gens, raconter leurs histoires au quotidien. Alors, on va parler de tout ça, de ton travail, mais on va faire un petit pas en arrière. Donc, d'où viens-tu du Cameroun? Et j'aimerais savoir si ton nom Ngenga veut dire quelque chose. Ah, ah, ça, c'est souvent la question qui embarrasse quelquefois parce que, voilà, je viens de la partie ouest du Cameroun, dans le département du Onkam. Mhm. Alors, j'ai souvent demandé, voilà, mon nom c'est Ngunga. Littéralement, ça peut dire, vouloir dire celle qui dit non. Mais je ne suis pas sûre parce que j'ai souvent demandé, ça veut dire quoi Ngunga? Des parents m'ont parfois expliqué que non, c'est une sorte, je sais pas si c'est une sorte de racine ou quoi que ce soit, mais jusqu'ici, je n'ai pas trouvé une explication claire de ce que veut dire Ngunga. Mais si je prends de façon littérale, Ngue, ça veut dire un peu parler, parler, et Nga, c'est non. Donc,
moi, je transforme ça, voilà, dire non. C'est peut-être celle qui dit non. Mais ça, c'est Oui. mon explication. Il faut encore rentrer dans les termes anthropologiques et rencontrer d'autres personnes pour savoir s'il y a une autre signification que je connais pas. Je pose toujours cette question parce que je sais énormément qu'en Afrique, les noms, ils ont des sens, ou alors si c'est pas les noms qui a des sens, mais il y a une raison pour laquelle on donne un nom et pas un autre à un enfant. C'est pas juste on tire dans un catalogue. Est-ce que toi, tu sais pourquoi on t'a donné ce nom, d'où il vient? Est-ce que tu l'as hérité de tes grands-parents? Est-ce que c'est toi la première à le porter? Ok, si c'est de ce point de vue-là, oui, je connais quand même l'histoire du nom. Donc, on m'a donné le nom de la petite sœur à mon papa, mais c'est pas elle qui commence avec ce nom. Et c'est le nom d'une de nos grand-mères du côté de mon papa, donc une des grand-mères paternelles qui était un peu comme à la base du fondement d'une génération de notre famille. Donc, c'est un nom qui remonte à au moins 3 à 4 générations. Et c'était une femme de la famille et ma tante. Donc, quand je suis née, mon papa a dit, OK, je lui donne le même nom. Donc, moi, actuellement, par exemple, Madeleine Gunga, il y a une tante qui est la petite sœur de mon papa qui a le même nom intégralement. La seule différence, c'est l'écriture. Donc, on m'a donné le prénom et le nom. Donc, je me rappelle quand on était tout petit, elle m'appelait moi-même. Donc, pour dire, OK, nous sommes la même personne, je dirais. Du coup, Mais c'est un nom qui à me vient. l'état civil, ça doit être problématique, en fait. Oh, oui, oui, ça doit être problématique, mais bon, j'ai jamais rencontré de problème lié à cela parce qu'elle n'est pas déjà dans la même ville que moi. Elle est d'une génération bien plus, donc c'est ma maman carrément. Donc, il n'y a jamais eu ce problème. Et le nom ne s'écrit pas exactement de la même manière parce qu'il se dit que voilà, le nom a été mal écrit à l'état civil. Même commentaires qui reviennent parfois sur comment est-ce que le nom a été vraiment écrit. Donc, il y a ce souci-là qui s'est Mhm. posé sur mon nom. Donc, ça fait qu'il y a peu de chances qu'il y ait des confusions sur les deux personnes. On va aller comprendre un tout petit peu plus ton parcours et comment t'en es arrivé là. Alors, je sais que Mhm. ton déclic, il s'est joué au Cameroun, dans les mangroves là-bas, quand tu as vu les maisons qui étaient englouties. Tu étais allé faire ces reportages qui a tout changé pour toi. Qu'est-ce que tu as vu à ce moment-là et qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir fait ce reportage, en fait, finalement? Alors, c'est un peu nostalgique là parce que ça fait pratiquement 10 ans. Et c'était à cette période-ci, donc au mois de novembre par là, de l'année 2015. Donc, le fait qu'on soit en train de faire cette émission en 2025, c'est quand même assez, et que cette question revienne, je dirais que ça fait quand même assez nostalgique et ça me replonge dans ce moment-là. Alors, c'était à Cap Cameroun. Cap Cameroun, c'est là où est installée une des antennes, des plus vieilles antennes, on va dire de localisation et télécommunication du Cameroun. Et c'est presque dans la mer. Et j'y étais allée pour voir comment est-ce que le changement climatique affectait les communautés dans cette partie du Cameroun. Donc, le sujet me tombait dessus, voilà, la veille de la COP où on faisait les appels à candidature pour les sujets peu médiatisés, les sujets sur le changement climatique. Donc, je tombe sur le sujet. Je veux partir plutôt à Manoka. C'est toujours une des îles au Cameroun, dans la partie littorale du Cameroun. C'est une des îles. Mais il se trouve que voilà, les autorités ont une descente plutôt à Cap Cameroun parce que c'est la période où il pleuvait encore énormément dans la ville. Donc, je suis allée en embarcation avec les autorités et quand nous y sommes arrivés, vraiment, j'avais l'impression d'être dans un autre pays. En fait, voir des maisons sur pilotis, englouties par les eaux. Pour moi, je ne me retrouvais pas. Je savais pas. Je me disais, mais c'est comme un no man's land parce que il y avait des tout petits enfants avec des lianes, des branches de mangrove qu'ils ont tissées, qu'ils ont mis sur la tête, qui sont en train de jouer là en bordure, on va dire, en bordure de l'eau. L'eau ayant envahi une bonne parcelle des maisons sur pilotis dans lesquelles vivaient des enfants qui étaient là, qui jouaient. Pour eux, c'était rien. C'était leur quotidien. C'était là où ils avaient l'habitude de jouer. Donc, cette image de ces enfants qui étaient dans cet environnement, qui n'avaient plus de maison, qui leur maison était engloutie par les eaux, mais eux, ils ne réalisaient pas que voilà, c'est un problème parce qu'ils étaient dans leur âme d'enfant. Ils allaient vers il y avait des troncs d'arbres, ils vont dire, totalement séchés. Donc, tu voyais que cet endroit, c'était la terre ferme avant. Et l'eau est venue ravager tout. Et on voyait juste comment l'eau a été. On voyait encore des traces d'eau, mais on voyait l'arbre qui est presque dans l'eau. Et on voyait des débris de bois cassés parce que l'eau avait
détruit ces maisons sur pilotis. Donc, on avait des débris partout. C'était comme un chantier, mais un chantier des maisons sur pilotis. Et on voyait très bien que c'est l'eau qui envahit la zone. Il y a des mamans, des femmes qui font dans le fumage de poisson, qu'on appelle chez nous c'est les bifagas. Donc, c'est des sortes de crevettes. Elles font dans le Mhm. fumage de ce type de poisson. Donc, elles étaient là, elles racontaient le désastre, comment les pluies sont arrivées, ça a inondé tout. Elles savent pas comment elles vont sécher. On est allé visiter la petite école qui était à côté. L'école aussi, qui était un peu à matériaux provisoires, mais il y avait toujours comme c'est une île, ils avaient mis des piquets là pour surmonter un peu. Et l'eau était totalement dans la cour de l'école. Donc, ces jours-là, les enfants n'ont pas pu aller à l'école. On a vu des troncs d'arbres, de bois de mangrove, des rondelles là qu'ils avaient coupées. Et il y avait aussi des petites rondelles qui étaient plus minces, plus fines, donc des jeunes branches, des jeunes arbustes qui avaient aussi taillé. Et les populations nous ont donc raconté. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ils m'ont pointé du doigt l'antenne qui, d'après leur témoignage, se trouvait quelques années avant au centre du village, donc au milieu du village. Et l'antenne aujourd'hui, on devait juste la pointer du doigt, elle se trouvait déjà dans la mer. Donc plusieurs centimètres de terre avaient été engloutis par les eaux, dont la superficie de l'île se réduisait au fur et à mesure et les populations ne savaient pas où elles devaient aller. Donc pour moi, c'était la première fois de voir à quel point le changement climatique, les inondations, la coupe abusive d'arbres qui retiennent les zones côtières pouvaient affecter les communautés. Parce que j'entendais parler, je me disais, ça ne se passe peut-être pas au Cameroun, mais là, je le vivais en direct et je voyais les dégâts. C'était encore tout frais, en fait. Donc, c'était assez, je dirais, que c'était quand même assez traumatisant pour moi parce que je m'attendais pas à voir cela. Je m'attendais à voir des gens qui vont me dire le changement climatique, voilà comment ça nous affecte. Mais le vivre en direct et avoir des témoignages qui disent aujourd'hui, les gens coupent des jeunes pousses de mangrove, donc des jeunes arbustes de mangrove, et ils devraient couper plutôt les rondelles qui sont déjà en maturité. Qu'on me dise l'antenne était au milieu du village, aujourd'hui elle est engloutie par les eaux, que je vois des enfants qui sont là tout innocents, qui jouent en bordure de mer, à côté des troncs d'arbres où il y a des tissus entachés. C'était assez émouvant et j'ai pu raconter une histoire sur cela. Est-ce que ça a été du coup le moment déclencheur qui te pousse dans les journalismes d'investigation sur les questions de l'impact des changements climatiques ou les dégâts environnementaux? Ou est-ce que déjà tu étais déjà dans le sujet, en train de faire ce travail-là? Je dirais que j'étais déjà dans le sujet des droits humains. Mhm. J'étais déjà passionnée par tout ce qui concerne, voilà, j'avais couvert beaucoup les déguerpissements, par exemple, dans la ville de Douala, où chaque fois on disait les populations sont installées dans les zones à risque, l'État est venu pour les déguerpir, dans l'arrondissement de Douala 4e, par exemple, à Mabanda, où on a des gens qu'on a eu à casser, dans des zones comme à Bipanda, où on a fait des descentes sur le terrain, on a vu comment l'eau, voilà, pendant les saisons de pluie, l'eau envahissait un peu les maisons. Mais je crois que c'était, pour moi, je me disais, c'est plus gouvernance, Oui, c'est plus l'État qui n'anticipe pas et qui oui. n'enlève pas, ne délocalise pas ces populations rapidement. Donc, je ne Mhm. faisais pas forcément très rapidement le lien avec le climat. Je savais, OK, ces gens sont venus s'installer, ce sont des zones à risque, ce sont des zones marécageuses. Et du jour au lendemain, on vient les casser, non pas de titre foncier, non pas ça. J'ai beaucoup couvert ce type de sujet, mais à ce moment, je ne faisais pas vraiment le lien environnemental. Je savais qu'ils sont sur les drains, mais bon, c'est pas. Mais quand je suis allée sur l'île de Manoka, je crois que j'ai pris plus conscience de la complexité de la thématique, du fait qu'il y a Mhm. beaucoup de forces en présence, du fait qu'il y a les aspects climatiques, du fait qu'il y a la responsabilité même des populations qui déforestent et le fait aussi que voilà, c'est aussi des décisions de gouvernance, d'anticipation. Donc, j'ai pu voir un peu que c'était un problème, c'était pas un sujet de voilà, c'est arrivé, on a couvert et puis ça va, mais c'était des sujets qu'il fallait creuser en profondeur pour comprendre les causes profondes de la situation. Donc, je crois que ça a été quand même un gros déclic parce que grâce ce premier reportage vraiment qui m'a permis de prendre conscience des enjeux de changement climatique, j'ai reçu beaucoup d'autres coachings qui m'ont permis de voir qu'il y a des chercheurs qui avaient déjà analysé, par exemple, la superficie de terre qui a disparu, qui a été engloutie par les eaux sur l'île de Manoka, ce que je ne savais pas. Donc, il y a des géographes qui avaient fait des travaux sur la question. Donc, j'ai vu que c'était toute une nouvelle discipline sur laquelle beaucoup de personnes travaillaient et travaillaient de façon pointue. Et pour moi, savoir qu'il y avait déjà cette ressource-là, cette possibilité-là, je me suis dit, ah, mais on n'en parle pas de cette manière dans nos médias.
On ne traite pas forcément ces sujets de cette manière. On les traite comme, Ouais. OK, il y a une autre inondation, on en parle, et puis la saison d'après, on en parle, mais un travail de fond qui permet de ressortir les enjeux, les causes profondes et les perspectives, on n'en faisait vraiment pas assez. Donc, pour moi, c'était un appel à, OK, il faut peut-être travailler différemment, il faut Oui. peut-être trouver des données, il faut peut-être faire des choses beaucoup plus pointues, au lieu de s'arrêter aux gens qui pleurent que l'on a envahi leur maison. Est-ce qu'on ne peut pas voir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qu'on ne palpe pas ou qu'on ne voit pas à première vue sur lesquels il faudrait s'appesantir? Donc, c'était pour moi un appel à faire plus et faire différent. Donc, c'est ça, tu te mets du coup sur le chemin du journalisme d'investigation, mais comment tu fais pour y arriver? Tu te lèves pas, tu dis, allez, je vais pousser plus et tu y arrives, ça, des doigts magiques. Hmm. Qu'est-ce que tu fais pour y Bon. arriver, en fait, pour dire, je vais apporter ma contribution, pour fuyer un peu plus des sujets, pour aller plus dans les fonds et ne pas rester en surface et dans l'actualité, mais d'aller voir vraiment des causes qui sont systémiques, qui sont en train de causer ce genre de dégâts. Comment tu fais pour faire ce passage-là et de franchir des étapes, quoi? Alors, ça a été un long cheminement de enrichi de plusieurs expériences de personnes ayant fait des travaux similaires dans mon entourage. Ça a été beaucoup de coaching, beaucoup de formation. Je pense que l'une des choses qui m'a beaucoup et qui continue de m'aider jusqu'à aujourd'hui, c'est de se former au quotidien. C'est une discipline nouvelle, les questions environnementales, le changement climatique, tout ça c'est nouveau. Je me rappelle quand on commençait, on disait, OK, c'est pas le changement climatique, c'est une question importée, ça ne se passe pas chez nous. Même la façon dont les communautés et les collègues au niveau national percevaient la question faisait qu'il fallait se former pour bien comprendre, ne pas juste te dire, je veux faire différemment, mais tu fais comment? Tu commences où? Qu'est-ce qui te montre que ce que tu fais, ce que tu es en train d'apporter est vraiment différent? Il fallait se former. Donc, j'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de formations. L'une des premières formations, c'était avec Info Congo. Info Congo, qui est la plateforme régionale du bassin du Congo qui traite des questions environnementales. Alors, mon article que j'avais fait sur l'île de Cap Cameroun, avec peu Ouais. d'outils, avec peu Sur l'inondation. d'informations, voilà, sur l'inondation, ça a été un des articles que j'ai utilisé comme élément pour pouvoir postuler à l'appel à candidature qui visait à former des journalistes du bassin du Congo sur l'utilisation, l'accès aux données, l'utilisation des données et des images satellitaires pour faire des travaux de fond. Donc, je vois que quand j'ai vu l'appel à candidature, je me suis dit, ça arrive à point nommé parce que avec mon article que j'avais eu à faire, j'avais reçu un coaching d'une journaliste internationale qui m'avait un peu appris à fouiller, trouver des données, parce que d'autres chercheurs me disaient qu'il fallait aller à la capitale politique à Yaoundé pour trouver des rapports, aller au ministère. J'avais quand même eu des bribes de, c'est possible, derrière son ordinateur, de trouver des informations pour enrichir son Hmm. texte. Donc, quand je vois l'appel à candidature, je me dis, ah, ça, c'est l'opportunité qu'il me fallait. Et je saute dessus, je postule et voilà, je suis retenue. Une semaine, on est formé par toute une équipe de journalistes qui venaient du Brésil, qui venaient des États-Unis, qui, eux, utilisaient déjà des outils de géojournalisme, des outils de géolocalisation pour raconter les histoires sur le climat, pour raconter les histoires sur l'environnement. Donc, ils nous disent comment ça se passe, ils nous montrent des plateformes où on peut trouver des données, où on peut analyser, par exemple, la superficie de forêt disparue, où on peut faire des calculs et comprendre de façon chiffrée qu'est-ce qui se passe pour ajouter à ce qu'on faisait déjà, qui étaient des reportages Ouais. de terrain, on humanise, Mhm. et comment est-ce qu'on humanise même ces données-là. Donc, ils nous ont formés sur la question. Et là, j'ai commencé on va dire, à ressentir plus d'engouement parce que je savais que les blocages que j'avais, au moins s'il y avait des solutions quelque part. Donc là, je commence à être beaucoup plus confiante et je me dis, je dois continuer. À l'époque, je travaillais en radio. Je me dis, non, si je continue à faire de la radio, je vais être dans le quotidien, je vais couvrir la politique aujourd'hui, la santé demain, ce sera un peu la routine et je suis pas sûre que je pourrais me concentrer, me focaliser sur un thème et le travailler en profondeur ou bien même profiter, capitaliser de tous ces outils que j'apprends au quotidien. Donc, il y a eu cette formation, il y a eu une autre formation sur les droits humains. Parce que oui, on parle de changement climatique, on parle d'environnement, on parle de journalisme, on raconte des histoires des gens. Alors, si on raconte des histoires sur l'environnement sans les connecter aux personnes ou bien sans voir qui est redevable, qui est responsable, je pense que ça perd un peu de la pertinence. Donc, il y a eu des formations sur les droits humains, voilà, avec le Centre Tout est international des droits lié, humains. quoi. Voilà, tout est lié. Cette formation-là, avec le Centre international des droits humains, Equitas à Montréal, pendant laquelle on nous a
il y avait des sessions où on rencontrait des experts qui parlaient de différentes thématiques et on a eu j'ai eu l'occasion de participer à une des sessions où il y avait des experts qui venaient du Brésil et en fait, de l'Amérique latine en général et qui nous racontaient comment l'agro-industrie a engendré des pertes énormes de forêts en Amazonie. Des populations sont sans forêt, sans terre à cause des grosses multinationales. Et ils nous ont dit, voilà, la prochaine frontière pour ce type de pratique, ce sera en Afrique. Et en Afrique, le deuxième poumon vers la planète, c'est le bassin du Congo. Donc, ce sera dans le bassin du Congo. Et Oui. là, c'est pas une formation pratique, c'est pas un outil, mais c'est une information qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, qui permet Bon. de se rendre compte qu'il y a d'autres enjeux qu'on ne voyait pas, que rester au Oui. Cameroun, les traiter juste sur le plan national, c'était des enjeux qui avaient une dimension au-delà du Cameroun. C'était des questions globales et qui n'affectaient pas que les populations camerounaises. Donc, ça me donne une nouvelle lecture de la chose et ça enrichit aussi ce que j'ai comme capacité de travail sur la question. Après, il y a une autre formation sur l'accès aux données, où j'ai pu comprendre que voilà, dans nos pays, en Afrique et en Afrique francophone en particulier, on a cette question de barrière d'accès aux données, où les données ne sont pas forcément ouvertes, disponibles, en accès libre, et comment est-ce qu'on contourne. Ou ils sont pas en français. Voilà, ils sont pas en français, ils sont publiés dans des plateformes internationales, peut-être sur le site de la Banque mondiale, sur le site, je sais pas moi, des Nations Unies, un rapport que le gouvernement a transmis à telle autre institution internationale. Donc, on nous forme sur ces questions-là et on se rend compte, mais waouh, on se plaint trop de l'accès à l'information, les défis d'accès à l'information ici, mais il y a des possibilités, il y a des choses qu'on peut faire parce que nos pays ne sont pas isolés, nos pays travaillent avec d'autres pays. Et dans le cadre de ces échanges, de ces partenariats internationaux, il y a des informations qui circulent. Donc, comment est-ce que nous, en tant que journalistes, on saisit cette brèche-là et on va où ces informations-là circulent et on les trouve? Et tout ça, ça s'appelle en ligne. Donc, l'open data, les données ouvertes, et on a vraiment été formés sur la question et je me suis rendu compte aussi que les données ouvertes cadraient avec la première formation que j'ai fait avec Info Congo sur le géojournalisme. C'était tout un courant, c'était toute une nouvelle dynamique qui était en place sur le plan international où on favorise la transparence, la redevabilité. Donc, c'est vraiment tout ce volume de bagages, de formation, grâce aux formations, grâce aux rencontres avec des personnes qui avaient plus d'expérience que moi et qui étaient ouvertes à me tenir la main, que j'ai pu construire progressivement, commencer à écrire un article, on corrige, on me dit ajoute ça, regarde sur telle plateforme, est-ce que tu peux pas l'enrichir de telle manière? Tel outil, je sais pas l'utiliser, voilà un tutoriel, voilà une formation spécialisée pour cet outil. Donc c'est vraiment tout ce capital humain, capital technique qui m'a permis de transformer ma façon de travailler, ma façon de produire des articles journalistiques. Oui, c'est super intéressant. La plupart des fois, quand je discute comme ça avec d'autres femmes, il y a la question des gens qui disent, oui, en fait, on n'aime pas trop s'entraider entre femmes. On donne pas trop les informations. Il y en a qui gardent les informations. Mais quand je t'écoute, j'entends que ton parcours a été enrichi évidemment par des formations parce que tu as été vraiment au contrôle, tu as saisi chaque opportunité, etc. Mais j'entends aussi qui s'est enrichi d'expériences d'autres personnes qui t'ont tenu la main, qui t'ont coaché, qui t'ont vraiment accompagné, voire relire. C'est quoi? C'est lié au secteur du journalisme. Vous êtes très généreux comme ça. C'est lié juste aux belles rencontres. C'était quoi ton secret pour que les gens t'ouvrent comme ça la porte? Alors, je sais pas si je vais dire, je sais exactement à quoi c'était lié, mais je peux peut-être raconter comment les différentes rencontres et qui étaient ces personnes-là. Et peut-être ça va nous permettre de savoir quelle était la recette magique là-dedans. Donc, l'une des premières, ce que je vais dire aussi, c'est que tout au long de ce parcours-là, j'ai vraiment beaucoup de femmes qui m'ont tenu la main. Hmm. On va dire, si un échantillon de peut-être 100, c'est peut-être 80% de femmes m'ont tenu la main et 20% d'hommes après aussi m'ont tenu la main. Donc, c'était vraiment des femmes. C'était pas forcément des femmes de la même génération que moi, mais c'était des aînées. C'était des dames d'un certain d'une grosse expérience qui voyaient comment je travaillais et me disaient, Ah, mais Madeleine, tu peux faire Toi, ça. tu as tendu la main, en fait, déjà pour un point d'entrée. Est-ce que toi, tu étais désireuse d'avoir ça ou c'était comment? C'était initié par toi? Tu dis, tiens, j'ai besoin que tu m'aides ou c'était comment? Les deux, je dirais les deux. Il y a des moments, il y a des endroits où j'ai initié le pas. Il y a des moments où c'est d'autres qui m'ont fait
des propositions. Ils m'ont dit, mais pourquoi, ah tiens, je vois que tu fais ça, pourquoi tu ferais pas davantage? Et je dis, mais je sais pas comment on fait davantage. Et la personne me dit, non, il y a telle formation, tu peux la faire. Donc, si je reviens, par exemple, à l'époque, à la radio où je travaillais, le groupe Canal du International, la Suite FM, c'est le premier média, on va dire, officiellement où j'ai travaillé après les stages académiques. Donc là-bas, j'avais une émission intitulée Sweet Ladies où on racontait les défis que rencontrent les femmes. C'était beaucoup axé sur les droits des femmes, les droits des enfants. Et je faisais beaucoup de femmes de profils différents, que ce soit dans le secteur de la médecine, le secteur des droits humains, le secteur de l'entrepreneuriat. Donc, je recevais des profils de femmes variées qui racontaient un peu leur parcours et en même temps des femmes qui subissaient des violences, qui racontaient leurs violences. Donc, dans ce cadre, j'ai fait la rencontre d'une dame leader dans la région du littoral qui, elle, on faisait beaucoup d'activités ensemble. Donc, chaque fois que j'avais une émission qui était sur un thème qu'elle maîtrise, elle me disait, OK, je suis disponible, je peux venir être ton experte pendant l'émission. Donc, elle particulièrement, à force de travailler avec moi sur mes émissions, elle m'a dit, mais Madeleine, mais ce que tu fais là, c'est très bien, c'est connecté aux questions de droits humains, tu peux faire davantage. Il y a des formations sur la question. Je lui dis, mes grandes sœurs, je sais pas, j'aimerais bien faire des formations, mais je sais pas comment on fait pour les faire. J'ai même déjà demandé. Voilà, je sais pas, ça se trouve où? Je vois des gens faire des formations, je sais pas. J'avais quoi? J'avais peut-être 2 années d'expérience. Je venais à peine de commencer la vie professionnelle dans le sens plein du terme. J'avais à peine 2 années et je savais pas comment on postule même véritablement à une formation, qu'est-ce qu'on met comme actif. Et elle me dit non, il y a telle formation sur les droits humains là. Et elle me dit il y a d'autres formations aussi. Je vois des aînés du métier, je vois des aînés journalistes qui font des formations chaque jour. On se retrouve souvent à l'international. Mais vous, les jeunes là qui faites des choses sérieuse. Pourquoi vous n'êtes pas? Je dis, mais je sais pas comment ça se passe. Il me dit, OK, voilà, je vais t'envoyer des liens. Et je lui dis, bon, il y a des aînés même, parce que à l'époque, je faisais des demandes. J'ai causé avec quelques aînés. Et qui me marque toujours, enfin, une chose que j'ai pas oubliée, qui est comme gravée dans la mémoire, c'est qu'une fois, j'avais demandé à un aîné, j'aimerais faire des formations comme vous. Et il m'a dit, bon, vous les jeunes, vous venez à peine de commencer, vous voulez déjà des formations. Moi, j'ai 10 années d'expérience dans le métier et voilà, j'ai un peu été refroidie par cette parole. Donc, quand j'ai partagé cela avec cette dame, elle m'a dit, non, mais il y a des formations. Voilà comment on peut remplir, quand tu as une formation, tout ce que tu fais déjà comme émission, voilà comment tu peux les présenter. Et ce que tu fais, c'est déjà vraiment largement au-dessus de ce que beaucoup d'autres personnes qui sont souvent dans ces formations font. Donc, tu mérites d'être dans cet espace pour recevoir davantage de formation. Donc, c'est comme ça qu'elle me coach. Elle me dit comment est-ce qu'on monte un dossier de candidature quand il y a une formation, comment est-ce qu'on met en valeur ce qu'on fait dans une candidature. Et voilà, ça me permet de faire des formations sur les droits humains que j'ai mentionnées. Il y a une autre aînée qui était mon enseignante au lycée, mon enseignante d'anglais qui nous avait initié dans les clubs, le club francophonie. Quand je fais la classe de terminale, la dernière année du secondaire, j'étais dans le club francophonie et bilinguisme où j'étais, voilà, secrétaire générale. On a organisé une série d'activités coachées par cette enseignante d'anglais-là. Et elle nous a tenus pour 3 mois seulement et puis on l'a affectée un autre lycée dont je l'ai plus jamais revue, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Mais elle nous avait beaucoup stimulé dans la vie associative, la vie d'engagement volontaire dans la société. C'était pour moi toujours resté un marqueur. Maintenant, quand je commence le journalisme, je vais dans une couverture d'un événement sur les droits des enfants, la traite et le trafic des enfants. Je vais couvrir une campagne, c'était une campagne nationale qu'une organisation de la société civile avait lancée sur la traite et le trafic. Et c'était un thème qui m'intéressait. Donc, je suis allée couvrir, j'ai causé avec des enfants et les experts qui parlaient de la question. Et puis, tout naturellement, après avoir publié mon reportage, j'ai partagé avec des gens qui avaient organisé et d'autres personnes et elle a reçu, elle m'a dit merci. Quelques mois après, elle m'envoie un mail pour me dire on a une formation à Yaoundé sur tel thème en question des droits humains. Est-ce que tu es intéressé pour participer? J'ai dit bien sûr, je veux des formations. Donc j'en parle à mon rédacteur en chef qui se trouve être à l'époque une aînée aussi, mais avec qui on a fréquenté, on a fait des études académiques en journalisme ensemble, donc qui elle aussi m'encourageait énormément. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, je veux faire un grand reportage, elle me dit Madeleine, vas-y, tu as tout mon soutien. Donc elle m'a vraiment aussi beaucoup encadrée. Donc quand je me retrouve à cette formation sur les droits humains, sous la proposition de cette autre aînée qui était mon enseignante et que je savais pas que c'était mon enseignante. Quand je la revois à Yaoundé, j'entends des gens l'appeler par
un nom qui me dit, dont je me rappelle qu'au lycée, voilà comment on l'appelait, Mrs. Moto. J'ai dit, mais ça peut être, c'est la même personne et je sais pas que c'est la même personne. Je vais donc vers elle et je lui dis, j'ai été dans tel lycée, est-ce que c'est vous tel? Elle me dit, oui, c'est moi. J'ai dit, ah, enfin, je retrouve mon enseignante qui avait suscité une vocation de l'engagement bénévole en moi. Et là, il se trouve aussi qu'elle est très engagée sur les questions, en dehors d'être enseignante, elle est très engagée sur les questions de droits des femmes, droits des enfants, des droits humains. Donc, pendant tout le parcours où je décide aussi de dire, je veux faire des formations sur la question, elle me tient la main, elle m'encourage, elle n'hésite pas à me faire des lettres de recommandation pour que je puisse partir, faire des formations. Là, c'est vraiment, on va dire, trois femmes fortes qui m'ont Oui, tenu la main dans les premières heures de ma carrière oui, et qui m'ont oui, donné la base de ce que je suis aujourd'hui, qui m'ont coaché, qui m'ont donné la confiance en moi, voilà, qui m'ont mhm, donné cette confiance mhm, en moi là d'aller plus loin. À côté, il y a des hommes que j'ai rencontrés au niveau d'Info Congo. C'était vraiment, voilà, un coaching. Là où je travaille encore actuellement, il y a mon superviseur, il y a deux superviseurs, un homme, une femme, qui m'encouragent quand je prends des initiatives. Je dis, vas-y. Donc, pour moi, c'est vraiment cette force-là d'avoir oui, autour de soi des gens qui croient en nous, des gens qui voient notre potentiel, le potentiel que nous ne voyons même pas, qui peuvent déceler que ça, il y a un potentiel et qui peuvent oui, nous accompagner, nous coacher, nous dire, réveille ce potentiel et oui. mets-le en valeur. Ça, c'est Mais si hyper je comprends bien, c'est aussi parfois le courage que tu as eu de demander de l'aide, de dire, je sais pas, en fait, je sais pas comment faire. Est-ce que tu peux important. me Ouais, montrer, quoi? C'est d'accepter que je sais pas, en fait, et que je peux demander de l'aide. ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, Madeleine, tu es éditrice Afrique pour Pulsar Center et tu as collaboré avec plein d'organisations, plein de médias, Info Congo, tu as dit, tu en as plein d'autres. Aujourd'hui, comment tu dis au quotidien, c'est quoi ton travail aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans ton rôle actuellement? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ok, on peut dire que c'est journalisme d'investigation, mais je sais que c'est plus que ça. Donc, si tu peux nous dire en bref, parce que j'ai plein de questions et je vois les temps qui courent et j'ai envie quand même de partager tout ça parce que c'est d'une grande richesse. Donc, en quelques mots, du coup, c'est quoi vraiment? Ça ressemble à quoi ton quotidien, quoi? Alors, mon quotidien, c'est trois principales choses. D'abord, je fais beaucoup d'évaluation des candidatures des journalistes qui postulent parce qu'au niveau du Police Center, nous sommes une organisation qui donne des grants, donne des subventions de courte et de longue durée aux journalistes à travers le monde pour faire des enquêtes, des reportages sur des sujets peu médiatisés. Les journalistes Et voilà, dans mon rôle. diplômés, journalistes certifiés ou même ceux qui font du travail équivalent, sans lettres. Alors, nous n'avons pas de... C'est vrai que le métier de journaliste est assez ouvert et ce qui montre de façon voilà, générale, c'est pas forcément toujours le diplôme, c'est la pratique. Donc, c'est la pratique journalistique. Donc, le fait que vous puissiez montrer que j'ai publié dans tel média, j'ai publié, j'ai voilà mon article d'écriture, ce que tu as déjà publié comme article, pour nous, c'est ça qui est l'élément qui permet D'accord. de vérifier ton profil de journaliste. Voilà, c'est pas une question de diplôme. Vous pouvez être diplômé, vous n'avez jamais écrit. Ça fait pas de vous un journaliste. Mais vous pouvez ne pas être diplômé, mais vous avez beaucoup écrit, vous êtes journaliste. Donc c'est D'accord. d'évaluer vraiment des journalistes qui viennent avec des sujets au quotidien. Et je suis dans l'équipe avec des collègues qui évaluent, qui regardent, est-ce que c'est un sujet peu médiatisé? Est-ce que le journaliste a déjà des articles qu'il a fait dans ce sujet ou bien des articles de qualité qu'il a produits? Est-ce qu'il a des médias qui sont prêts à le publier? Donc, c'est vraiment ça, ce travail avec des journalistes pour voir comment ils le publient, ils produisent, Oui. les sujets avec lesquels ils viennent et si ces sujets sont dignes d'intérêt. L'autre aspect de mon travail, c'est aussi beaucoup de coaching. Au niveau du poliseur, déjà, je fais beaucoup de coaching avec nos boursiers de l'équipe Rainforest Investigation Network. C'est une bourse par laquelle moi-même je suis passée. D'échanger avec des boursiers au quotidien pour voir comment est-ce qu'ils avancent dans leur projet d'enquête, quel est le sujet sur lequel ils veulent travailler, est-ce qu'ils ont des sources, comment est-ce qu'ils peuvent contourner les difficultés d'accès aux données, comment est-ce qu'ils peuvent raconter leur histoire, est-ce qu'on peut les mettre en contact avec d'autres experts pour enrichir leur travail d'enquête. C'est des bourses sur un an. Donc ça, c'est un travail au quotidien que je fais avec eux. Et maintenant, à travers de plusieurs autres organisations aussi, on fait beaucoup de coaching, beaucoup de formation des journalistes. Je fais beaucoup de formation des Oui. journalistes sur les questions comment rédiger, comment enquêter, comment écrire une histoire environnementale, comment trouver des données, comment utiliser les données géospatiales pour enrichir le texte. Donc, je fais beaucoup de formations, beaucoup de coaching et j'essaie de dénicher aussi des journalistes à travers le continent qui ont un potentiel
et qui ont juste Oui. besoin de savoir comment ça marche pour pouvoir laisser éclore leur potentiel. C'est à ça que ressemble Mhm. mon quotidien. Et donc, le travail de terrain où tu étais en train de fouiller, de fouiner les maisons qui sont en train de s'engloutir, ça devient un travail un peu loin de toi en ce moment, c'est ça? C'est beaucoup plus loin de moi, mais je reste connectée à des équipes je fais plus dans la coordination. Donc, je vais rarement, on va dire rarement sur le terrain, mais je fais beaucoup de recherches en ligne. Je fais beaucoup d'analyses géospatiales. Je fais dans les projets, j'essaie de Mhm. penser comment est-ce qu'on peut orienter le sujet, comment est-ce qu'on peut le rédiger, pour qu'il soit plus intéressant. Mais le terrain, dans le sens propre du terme, je le fais très peu. Mhm. Mais je continue d'échanger avec des gens et de faire beaucoup de recherches pour dénicher des sujets Mhm. dignes d'intérêt. Et du coup, quand tu penses à ton travail chez Pulitzer Center et mais ton travail d'investigation et même avant à Info Congo, est-ce il y a un dossier que tu as traité, un truc que tu as fait où tu t'es dit ça, c'est le truc qui a eu le plus d'impact et comment ça a impacté en fait? Tu dis parce que tu fais ce travail, c'est pour changer quelque chose, c'est pour alerter et changer quelque chose. Est-ce que Mhm. souvent tu t'es dit ça a du sens ou est-ce que souvent tu te dis, en fait, il faut le faire, mais je vois pas de changement. C'est quoi ton état d'esprit en lien avec ça? Est-ce qu'il y a des choses qui... Il y a beaucoup de choses impactantes, il y a beaucoup de changements que j'ai vus grâce à mon travail. Quand j'ai rejoint le Polisa pour la première année de ma bourse, par exemple, je travaillais sur une enquête sur une agro-industrie qui venait de prendre, enfin, qui était dans l'esprit d'acquérir une concession de près de 60 000 hectares de forêt dans la partie sud du Cameroun, à côté du parc de Campoman. Alors, moi, ce travail m'a beaucoup marqué parce que c'est la façon dont ça a été fait. La façon dont le travail a été réalisé. C'était un travail c'était un sujet qui faisait la une de l'actualité. Les communautés se plaignaient, accusaient l'entreprise de ne pas avoir, ne les avoir pas consultés. Les organisations de la société civile dénonçaient le fait que l'entreprise a obtenu la concession de façon irrégulière et il fallait prouver cela avec des éléments solides. Alors, moi, je suis allée sur le terrain. J'avais déjà fait toutes ces recherches avant, mais j'ai pu aller sur le terrain et j'ai pu entrer dans la concession. Et à ce moment, l'entreprise venait de commencer à déforester pour faire ses plantations de palmiers à huile. J'ai pu entrer dans la concession avec les techniques d'enquête qu'on peut avoir. J'ai pu entrer, j'ai pu voir comment ils venaient de déforester une vaste parcelle de forêt. J'ai pu rencontrer des communautés qui me disaient comment les éléphants du parc aujourd'hui détruisaient davantage leur culture et affectaient leur quotidien parce que la parcelle qui était un peu comme le corridor de circulation des éléphants avait été totalement déforestée, donc les éléphants étaient perdus et ils se retrouvaient maintenant dans les concessions des communautés. Donc pour moi, c'est un travail, c'était pour moi une grosse fierté parce que c'était l'une des premières fois que je faisais un travail de cette envergure parce que j'ai utilisé des outils de géolocalisation et j'ai fait tellement de recherches qu'après, on a pu croiser et les recherches que j'avais faites et le terrain que j'avais mené pour identifier effectivement que l'endroit qui venait d'être déforesté par l'entreprise était le corridor de circulation des éléphants. Donc, c'était au-delà des témoignages des communautés, c'était vraiment des faits probants. On a également pu identifier comment, à partir des images satellitaires, comment d'une année à une autre, l'endroit avait totalement changé. Et cet article ça a été une grosse ressource aussi pour beaucoup d'autres acteurs de la société civile qui l'ont cité dans des rapports, qui s'en sont appuyés pour dire, OK, voilà exactement ce que l'entreprise est en train de faire sur le terrain. Et après, je crois qu'on a réduit la parcelle euh, euh, accordée à l'entreprise. On l'a réduit presque de moitié. Et donc, Oui. au lieu des 60 000 hectares qu'elle devait recevoir, elle a reçu beaucoup moins. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le problème, voilà, c'est là où il y a comme un pincement, c'est qu'elle a quand même obtenu la concession, elle travaille, les communautés qui se plaignaient à l'époque et qui n'étaient pas vraiment soudées dans la plainte, aujourd'hui, elles se rendent compte que leur quotidien a totalement changé. Oui. Mais pour Oui. moi, c'était quand même une bonne contribution de montrer Mhm. avec des éléments solides que quelque chose se passait dans cette localité-là à ce Oui. moment-là et d'avoir un Oui. élément complémentaire au travail que faisaient d'autres acteurs déjà dans ce Oui. moment. Donc ça, c'est un des travaux un Mhm. des articles qui m'a Oui. beaucoup inspiré, m'a montré que je pouvais faire différent quand même et plus. Évidemment, si ça a pu réduire de la moitié la concession qu'on lui a accordée, c'était déjà ça. Et s'il n'y avait pas eu tout Mhm. ça, eh bien, peut-être que ça serait même pire. Mais parfois, dans ce travail, on se sent
un peu découragé parce que les résultats ne viennent pas immédiatement, mais j'imagine que d'autres résultats, c'est peut-être la conscience qu'ils prennent maintenant les communautés, se disant, si on avait parlé d'un seul homme, d'une seule voix, Mhm, peut-être que ça aurait pu être différent. Et, mhm, ouais. Et du coup, ben, Madeleine, je vois que ça a été une des tes éléments de fierté parce que du coup, tu as utilisé les techniques que tu as appris et ça a eu un impact, c'est super. Est-ce que, quels sont les défis que toi tu as rencontrés du coup dans ton parcours, dans ton travail, dans ces secteurs environnementaux et des journalismes, parce que c'est couplé. Quels sont les défis que tu as rencontrés toi, surtout toi en tant que femme? Est-ce qu'il y en a des défis que tu as rencontrés? Hmm. Bien évidemment, il y a toujours des défis. Si je dis qu'il n'y en a pas, je serais en train de cacher une partie de l'histoire. Non, il y a eu beaucoup de défis. Comme je disais au début, c'était les défis de formation où on n'a pas toujours l'information sur comment faire, on ne sait pas où aller, on n'a pas quelqu'un qui nous oriente. Ça, c'est un gros défi dès le départ. Maintenant qu'on a quelqu'un qui nous oriente et on sait comment on le fait, voilà, parfois il y a toujours ce rapport de force qu'on ressent. C'est pas physique, c'est plus inconscient, c'est plus comme, c'est un peu comme une sorte de, je sais pas si je vais dire manipulation, mais le fait, par exemple, d'aller sur le terrain, d'être en train de travailler sur des questions environnementales et qu'on vous dise, mais vous êtes une femme et vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas, vous, c'est trop Tu es dangereux pour vous là, en tu tant n'as que pas des femme. enfants et mari, Voilà. tu es là. Voilà. Donc, il y a toujours, il y a eu des moments, il y a eu des moments comme ça où des gens sur le terrain, ça peut être des sources même, hein, des gens que vous interviewez. Vous le faites naturellement, vous êtes venu pour interviewer quelqu'un, vous avez beaucoup de respect pour la personne, mais en retour, vous vous rendez compte que la personne a un regard assez complexé, mitigé sur vous parce que vous êtes une femme, vous êtes une jeune femme, et se dit, mais pourquoi vous vous retrouvez ici? C'est trop dangereux pour vous. Il y a aussi une Ah récente oui. enquête qu'on a fait sur l'exploitation forestière illégale au Cameroun. Et là, c'est un élément qui montre un peu le niveau de dangerosité des sujets qu'on aborde. Alors, on Oui. avait montré à travers l'enquête que voilà, le bois était transporté illégalement de la forêt vers le port du Cameroun, avec beaucoup de complicité en vue. Et quand l'article a été publié, ça a été repris par plusieurs autres médias. Les autorités ont pris des décisions pour dire renforcer le contrôle du bois à travers le territoire national. Ma collègue a organisé une émission, ma collègue du police a organisé une série d'émissions comme elle a l'habitude de le faire, des émissions interactives dans les radios à forte audience. Et c'était à Yaoundé. Donc, je suis allée dans une radio pour raconter un peu le behind the scenes, comment est-ce qu'on a fait le Mhm. travail, est-ce qu'on a découvert sur le terrain. Et il y a un auditeur qui a appelé et qui a dit, quand je vous écoute, vraiment, vous êtes brave, félicitations. Vous dénoncez vraiment ce qui ne va pas, mais j'ai vraiment peur pour vous. J'espère qu'au sortir de l'émission, un camion, un gremier ne va pas vous écraser là sur la route. Déjà, sur Ouais. le coup, oui, en pleine émission radio, dans Wow. en l'heure d'audience entre 10h et 12h à Yaoundé. Donc, Mhm. sur le coup, j'ai écouté, j'ai rigolé, mais après, en prenant du recul, je me suis dit, mais c'est une menace en fait, c'est une menace en C'est une direct. menace, un public, en Et direct. en public, voilà, c'est une menace. Donc, ça montre un peu à quel point, non Oui. seulement les gens estiment que, voilà, pourquoi vous, mais en même temps, les gens sont prêts à aller plus loin et dire, non, si vous continuez à le faire, sachez que vous êtes en train de vous exposer de telle ou telle manière. Bon, c'est vrai avant ça, il y avait déjà eu beaucoup de formations sur les questions de Oui. sécurité, mais je pense que c'est aussi l'un des gros défis de se dire, on travaille sur des questions sensibles. C'est le changement climatique, c'est un sujet noble, c'est une thématique noble. Mais il y a beaucoup d'intérêts en jeu, il y a beaucoup de personnes qui sont responsables de ce qui se passe. Et quand on dénonce, ça ne fait pas forcément joli, joli, ça ne fait pas, ça n'arrange pas tout le monde. Oui. Donc, ça, c'est un autre gros défi, le défi de la sécurité. Ça fait que, Mhm. en tant que journaliste qui travaille sur les questions environnementales, l'investigation environnementale, on vit un peu comme cloisonné, on vit un peu comme caché, Mhm. on essaie de s'afficher un peu moins. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de collègues parfois qui me disent, mais Madeleine, tu es toujours là. J'ai dit, mais je suis là. On te voit pas, mais ça fait aussi partie des défis, c'est que tu sais pas qui est là, qui veut faire quoi. Donc, on est obligé de Oui. vivre un peu avec beaucoup plus de sécurité parce qu'on Prudence, sait que oui. Mhm. oui, beaucoup plus de prudence, oui. Donc ça, c'est Mhm. un autre gros défi et qui est, je dirais, quand même général dans la Oui. région du bassin du Congo. Dans la Oui. question, la thématique que nous abordons, c'est que Oui. nous dénonçons des enjeux, nous dénonçons des intérêts cachés. Il y a beaucoup d'argent qui circule et tout le monde n'est pas content de ce qui est dénoncé. Donc, pour moi, Oui.
le défi qui est le plus actuel actuellement. Mhm, mhm. Mhm. Ok, Ouais. mais oui, c'est un peu comme tout ce qui travaille ben, tout, sur les questions des droits humains, parce que les journalistes, ça va main en main. Tout ce qui travaille sur les Mhm. questions d'observation et indépendance des forêts, pareil, et même Exact. menaces. Mais Oui. c'est hyper intéressant de voir ce que tu viens de dire justement sur le terrain, la perception quand on est femme. C'est exactement la même chose que beaucoup de femmes me disent sur ce micro en disant, ben oui, c'est Mhm. quand j'étais sur le terrain qu'on me regarde, on me dit, alors, toi, Ouais. tu es une femme, tu vas pas y arriver, on va très loin, c'est dangereux. Ouais. Et des choses comme ça, à pas croire que les femmes vont y arriver. Mhm. Et du coup, en restant sur ça, très rapidement, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré, toi? Qu'est-ce qui t'a donné une inspiration de te mettre sur ce chemin-là? Ou est-ce que tu as pu trouver dans d'autres femmes des forces qui ont guidé un peu tes forces à toi? Alors, bon, je dirais il y a beaucoup de femmes. Déjà, celles qui m'ont tenu la main, c'était des femmes assez courageuses, Mhm. qui n'avaient pas, on va dire, la langue dans la poche et qui étaient assez déterminées quand elles engagent quelque chose. Je pense que chez la plupart des femmes qui m'ont coachée, qui m'ont tenu la main, il y avait beaucoup de détermination et cette détermination a été contagieuse à la fin. C'est que quand elle dit je vais faire ça, elle s'y Ouais. met, elle reste focus. Et Mhm. tu vois comment il y a de la progression dans ce qu'elle fait. Tu vois comment il y a du respect qui s'installe sur son travail. Mhm. Il y a également d'autres grandes femmes sur l'espace médiatique camerounais qui sont peut-être juristes, avocates. Tu vois la poigne avec laquelle quand elle récupère un sujet, elle s'y met Mhm. à fond. Elle ne lâche pas prise. Il y a toutes ces femmes-là qui, pour moi, ont été et restent des sources d'inspiration qui font que quand je travaille, je me dis, OK, je veux rester déterminée, je veux rester courageuse, mais je veux rester aussi prudente. Et on commence à arriver vers la fin de notre échange. Et j'aimerais qu'on regarde un peu le futur. Quand tu regardes le journalisme, comment il évolue aujourd'hui, et comment tu imagines l'avenir du journalisme environnemental en Afrique? Il y a 2 ans, j'aurais été très pessimiste. J'aurais été, voilà, genre, les gens ne s'intéressent pas et tout, tout, tout. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste. Je vois beaucoup d'efforts, beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt de la part des journalistes sur le continent et en Afrique francophone notamment. Il y a cette soif de faire différent je note de plus en plus. Il y a cette prise de conscience du fait que dans d'autres parties du monde, des gens font des choses simples, mais qui se révèlent être extraordinaires après. Donc, comment Mhm. capitaliser sur ce qu'on a déjà l'habitude de faire? C'est un besoin qui se fait ressentir. Il y a ce besoin de formation aussi. Donc, et je pense qu'en misant sur cette formation, mais surtout le coaching, je vois aussi beaucoup de personnes, beaucoup de confrères qui sont un peu perdus et qui a le poids de ce reçu, de ce vécu, de cette expérience qui fait que se détacher, faire différent. Il y a beaucoup de pesanteur en fait. Je vois beaucoup de pesanteur chez plusieurs confrères et consoeurs. Et je comprends qu'avec beaucoup de formation, parce qu'il y a plein de formations sur le continent actuellement auxquelles j'ai participé, des formations en journalisme environnemental. Il y a une récemment à laquelle j'ai participé. Après, on a fait toute une série de coaching. Et à la fin, les articles qui ont été produits, vraiment, c'était d'un cran plus intéressant par rapport aux éditions antérieures. Donc, je vois une implication, je vois une envie de dépasser les limites, une envie de concurrencer ou d'aller en compétition avec des journalistes qui sont sur d'autres parties du monde. Et je me dis, ce serait important de continuer à former. Et c'est l'un des chantiers, par exemple, sur lesquels nous sommes en train de mettre toutes nos forces au niveau du Pulitzer Center et dans toutes les autres organisations avec lesquelles je peux interagir au quotidien. Il faut former les gens. Les gens ont besoin d'être formés. Ceux qui sont ailleurs et qui publient des articles super intéressants, ils sont pas nés avec une cuillère en or, ils sont pas nés avec ce savoir-là. C'est parce qu'ils ont été formés qu'ils réussissent à faire ça. Or, chez nous, dans les universités aujourd'hui, on n'enseigne pas le journalisme d'investigation. Au Cameroun, par exemple, c'est le journalisme qu'on enseigne, les nouveaux outils là, le data journalisme. Tu parles de data journalisme à un jeune étudiant camerounais, je suis sûr qu'il est perdu. Il regarde sur les réseaux sociaux, il voit ce que les autres publient, il se dit c'est très loin de lui. Mais c'est loin de lui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas formé. Donc, il y a un Ouais. gros besoin de formation actuellement sur le continent. Et je me dis, si toutes les organisations, si toutes les personnes qui ont un peu d'expertise mutualisent leurs forces et forment davantage, forment les gens, un peu comme nous quand on nous a formés au journal, à l'open data, aux données ouvertes, Mhm. les critères, c'était, on va dire,
il y avait quand même une tranche d'âge, peut-être déjà avant 35 ans. On Mhm. avait encore l'esprit, on va dire, ouvert, on était réceptif, on pouvait découvrir. Donc, je pense qu'il y a une grosse proportion de jeunes qui sont dans les médias comme ça, sur lesquels on peut investir. Ils sont speed, ils sont smart. S'ils ont le savoir, je crois qu'ils feront des choses extraordinaires. Mhm. Et pour moi, si Oui. on fait cette formation, si on continue, ça va donner des résultats super intéressants dans les années qui arrivent. Et super, mais toi, dans 10 ans, Madeleine, où est-ce que tu te vois? Tu seras en train de faire quoi? Tu auras accompli quoi? Si j'avais 10 ans de plus. Alors, actuellement, je suis en train de voir comment me former davantage, de voir comment aller un peu plus dans la recherche. Oui, la recherche journalistique, c'est bon, c'est déjà, on va dire, j'ai quand même acquis beaucoup de connaissances et compétences dans le domaine. J'aimerais me flirter un peu plus avec le monde académique, essayer d'avoir cette côté théorie. Je fais des formations, mais je reconnais que, voilà, si j'ai un plus sur le côté académique, ça peut me permettre d'affiner ma méthodologie en matière de formation. Ça peut me permettre d'affiner la façon dont j'interagis aussi avec les gens que je forme au quotidien. Donc, il y a ce côté-là Mhm. que j'aimerais vraiment développer. Oui, si je peux enseigner dans des universités, ouais. Je pense qu'au bout de 10 ans, j'aurai quand même Mhm. de la matière encore plus grande pour pouvoir partager. Mais s'il y avait une jeune femme qui t'écoute, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle retienne de ton parcours? Je dirais la quête du savoir, qu'elle retienne, qu'elle aille vers, qu'elle n'hésite pas à demander quand elle ne connaît pas, qu'elle demande. Ce n'est Mhm. qu'en demandant qu'on on manifeste qu'on a un besoin. Et on peut avoir quelqu'un autour de nous qui peut satisfaire ce besoin et qu'on ne sait pas. Mais si on ne demande pas, celui qui est même là, qui peut nous trouver la solution, ne saura pas, il va pas venir lire dans notre cœur pour savoir ce dont nous avons besoin. Donc, quand on est coincé, c'est pas une honte de dire je ne sais pas le faire. Demander encore et encore. Celui qui demande en reçoit toujours. Et on n'en a pas assez de recevoir parce que c'est ce volume de bagages qu'on reçoit là qui permet qu'on soit demain chargé de bagages et qu'on puisse contribuer dans la communauté dans laquelle on se trouve. Donc, pour moi, ce serait demander, aller vers la quête du savoir. Il y a toujours des solutions. Je suis pas une jeune fille, mais je retiens ça aussi et je suis complètement d'accord. Demandez et on vous donnera. C'est un principe qui marche très, très bien. Et merci, Madeleine, d'avoir répondu, d'avoir pris ton temps, en fait, pour discuter avec moi. Et Mhm. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écouté avec beaucoup de plaisir, comme moi j'ai eu. Et Mhm. c'était une conversation très inspirante pour moi aussi pour voir un peu la connexion avec tout ce qui est du monde du journalisme et tout le travail qu'on fait parce qu'on se base sur ce que vous avez dit, ce que vous avez trouvé pour aussi Mhm. construire nos propres argumentaires et construire notre conviction pour continuer à aller de l'avant. Donc, à travers toi, j'ai pu voir comment les journalismes transforment un tout petit peu notre environnement en Afrique et comment ils racontent l'Afrique d'une différente manière avec ses défis, ses hauts et ses bas. Merci en tout cas pour tout. Merci beaucoup, Mireille. Ça a été un plaisir pour moi et c'est moi qui remercie pour cette opportunité. J'espère vraiment que ceux qui écouteront trouveront de la matière pour être inspirés à faire quelque chose de différent.